Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une série de podcasts. Raoul Greenberg décrypte pour vous le Mondial 2022 avec son œil de coach. Bonjour Raoul, on vient de le voir, la France vient de remporter son match face à l'Australie 4-1. En tant que coach, peux-tu peut-être nous éclairer, nous donner des leçons à retirer en termes de management, de coaching sur ce match ? Effectivement, je crois qu'il y a un facteur essentiel qui ressort de cette première rencontre à laquelle nous avons pu assister. C'est la vertu équipe, clairement. Les Bleus, pour ceux qui ont pu effectivement voir cette rencontre, vous avez pu voir comme moi que le collectif n'est pas bien rentré dans cette partie. On a réellement eu beaucoup de difficultés dans les 10 premières minutes qui se sont soldées par la sanction, par une triple sanction, un but, un blessé grave et un joueur sur l'autre aile qui a priori est le coupable idéal. on en cherche souvent et on en trouve même parfois dans le domaine professionnel. C'est le coupable idéal, c'est l'autre. Et donc clairement ici on a trouvé un coupable idéal en la personne de Benjamin Pavard. Je vais y revenir tout à l'heure, mais effectivement il n'y avait pas de bloc équipe. Il manquait énormément de choses sur ce début de match. Les 10 premières minutes ont été ratées. Raoul, avant de nous dire ce que tu entends par coupable idéal et sur ce qu'il s'est passé avec Pavard, comment expliques-tu la vertu équipe après ce départ, on peut le dire, catastrophique ? Oui, alors ce que je voudrais d'abord rappeler, juste pour clarifier, l'équipe c'est un tout. L'équipe n'est pas un ensemble d'individualités. Et on peut très rapidement, quand on connaît le talent, la renommée, le positionnement médiatique de certains joueurs de cette équipe de France, quasiment de l'ensemble de ces joueurs qui jouent tous dans de très grands clubs européens. Aujourd'hui, on pourrait très bien avoir une sorte d'assemblage d'individualités exceptionnelles et d'arriver effectivement à des résultats totalement inexistants et catastrophiques. On a connu ça d'ailleurs en club, à l'époque, pour les plus anciens du Matra Racing, où les dirigeants de l'époque avaient effectivement essayé de monter une équipe de toutes pièces avec les meilleurs joueurs, ou en tout cas parmi les meilleurs joueurs européens. C'était un flop monumental. Ici, on pouvait craindre effectivement des numéros de solistes et ce début de match catastrophique, ils ne sont pas rentrés dedans. Ce début de match a permis justement cette réaction. Donc une équipe c'est un tout, non pas un ensemble d'individualités. Si je reprends même une phrase des Beatles, chacun d'entre nous est le quart d'une seule et même personne, ça illustre parfaitement le propos. Ce que je voudrais dire aussi, donc pour un peu rentrer un peu plus dans le détail de ces enseignements sur la force d'une équipe, la force d'un collectif. L'équipe, ce groupe de personnes, effectivement c'est des excellents solistes. Pour qu'ils jouent ensemble, pour qu'ils jouent bien ensemble, il faut qu'ils aient un but commun. Et ici le but commun, ils l'ont compris, c'était de gagner cette première rencontre qui est fondamentale quand on rentre dans un mondial, surtout que c'est le champion du monde en titre. C'est très compliqué de gagner le premier match du mondial suivant, et ils l'ont fait. Alors voilà l'objectif commun qu'ils ont rapidement retrouvé et qui a été provoqué ici, je dirais, par cet électrochoc, ce but, et surtout, plus que le but encaissé, la blessure de leur copain. Clairement, quand Lucas Hernandez se blesse, on a ce qu'on appelle un phénomène qui se déclenche, qui est une sorte d'intégrateur. Souvent, quand on a des personnes pour créer une cohésion dans une équipe, on a des personnes qui sont qu'on appelle des intégrateurs positifs, mais on a également des personnes qui peuvent jouer ce rôle et on les appelle des intégrateurs négatifs. Il arrive aussi, alors intégrateurs négatifs, c'est des personnes qui créent la cohésion du groupe contre eux. Alors ça peut paraître assez étonnant, mais on a pu avoir ça dans certaines organisations où le manager ne trouvait pas de lien entre les personnes. Il s'est passé un phénomène et tout le monde a réagi à ce même phénomène, et ce phénomène parfois est un phénomène négatif ou désagréable, et en l'occurrence ici
il y a eu une révolte. Il y a eu une révolte et ils se sont dit presque à l'unisson. En plus de ça, vous avez vu un peu il y a un peu de dramaturgie. C'est assez remarquable cette rencontre, dramaturgie, puisque c'est le frère qui remplace le joueur blessé. Pour lui aussi, c'est assez intéressant à observer. Il a 5 minutes de flottement. Il remplace son frère. Il sait qu'il ne va plus jouer. Et ils se connaissent. Ils savent très bien que à ce niveau-là, une blessure du genou, quand on est un petit peu aguerri, voilà, c'était le ménisque ou c'était surtout musculaire. Et en l'occurrence, on a très vite compris que c'était une rupture de ligament. Bref, le frère, le remplaçant, c'est le frère. Il rentre. Il met 5 minutes à rentrer dans la partie et après, il est juste exceptionnel et il fait le job. Alors, je disais, dramaturgie donc, et aussi un vrai déclic. Juste après ce but, on a une équipe qui se met en place. On a des personnes qui se mettent au service de l'objectif commun. Alors, oui, tu vas me dire, mais c'est un sport collectif. Dans ce sport collectif, il y a Mbappé, il y a Giroud, il y a énormément de choses qui se déroulent. Et d'ailleurs, ça s'est fait, ça s'est déroulé, mais pas au détriment du collectif. On aurait très bien pu imaginer que Kylian Mbappé, effectivement, allait chercher à briller, que Giroud allait chercher à battre ce fameux record de Thierry Henry. Il était à 2 buts marqués en Coupe du Monde du record de Thierry Henry, 51 buts. Bon, voilà. Et ça, typiquement, ce sont des objectifs individuels qui auraient pu mettre à mal l'objectif collectif, l'objectif d'une équipe. Et ça ne s'est pas fait parce que les joueurs, à ce moment-là, ont réagi en se disant on va gagner ce match pour le copain blessé. Et tout a changé à partir de là. Et notre soliste stellaire, notre Kylian Mbappé, qui est incontestablement effectivement le meilleur joueur au monde actuellement, il s'est mis au sens du collectif. Et c'est la première fois que j'ai assisté à une rencontre de Mbappé au service de l'équipe. Et quand le collectif va, tout va, même pour les individualités, puisque du coup, Mbappé, après avoir servi les copains pendant un moment, provoquant les défenses, fatiguant les défenses, permettant des incursions, harcelant les joueurs pour créer des brèches, il fait sa passe décisive et puis il finit par marquer son but. Donc il a son objectif individuel également, mais on est clairement au service du collectif. Et Olivier Giroud va bien sûr, on le sait maintenant, égaler le record de Thierry Henry et marquer ses 2 buts. Donc le collectif passe avant tout, et quand le collectif va, les individualités trouvent bien sûr, une fois qu'ils se sont mis au service du collectif, leur compte dans ce dispositif. Et c'est qu'à ces conditions-là que ça fonctionne pour les deux. Merci Raoul. Du coup, comment prolonger cette posture équipe, ce positionnement qu'ils ont adopté et cette force du collectif ? Comment vont-ils réussir à la préserver, voire même à la reproduire ? Parce que j'ai bien compris qu'il y avait le facteur déclencheur avec la blessure d'Hernandez, qui a créé ce sentiment de cohésion, de force du collectif. Mais pour la suite, du coup ? Eh bien, pour la suite, Fanny, c'est très intéressant également en termes de management. C'est le job du coach, c'est le job du manager. Si j'avais une recommandation aujourd'hui à formuler à Didier Deschamps, mais il n'a bien sûr pas besoin de mes recommandations. Il est champion du monde en titre. En tant que joueur, il a gagné une Coupe du Monde en 2018. Et il est là pour aller chercher la 3e étoile. Il sait ce qu'il a à faire. Par contre, ma recommandation, c'est plus une analyse avant le prochain match. La motivation, il va falloir aller la chercher dans par exemple, le fait si on gagne, si l'équipe joue comme ça, gagne, et si elle joue comme ça, elle gagnera contre le Danemark, qui est un adversaire bien plus redoutable. Sans faire injure aux joueurs australiens, c'était une équipe qui était difficile à manier, mais le niveau des Danois est supérieur. C'est la 10e nation mondiale aujourd'hui. Voilà, ils ont mis à mal la France pendant les qualifications, donc ça va être un match compliqué. Mais la motivation suprême, ici, ça va être de gagner ce 2e match parce qu'il y a la qualif derrière. Il y a la qualif immédiate après le second match. Et là, on va voir si effectivement il y a un intérêt pour moi qui est essentiel pour la suite de la compétition, c'est que si on remporte effectivement, si Deschamps arrive
à utiliser cette motivation-là, qui est quand même la motivation première. On se qualifie dès la deuxième rencontre et on est en position de le faire. Eh bien, ça va permettre d'aborder le troisième match, le match contre la Tunisie, bien plus détendu, et surtout de pouvoir faire tourner l'effectif. Quand on voit le nombre de blessés et de risques de carton et autres, on peut effectivement imaginer qu'il sera très intéressant pour le collectif, encore une fois, et maintenir le vestiaire, le reste, le banc motivé, impliqué, ce dont je ne doute pas, vu la dynamique qui a été insufflée. Mais ça va permettre effectivement à ces joueurs-là de jouer la troisième rencontre et de faire souffler et de préserver surtout physiquement certains de nos joueurs, parce qu'on est quand même en risque sur certains postes, ça, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Donc l'intérêt, c'est de continuer à jouer collectif avec, cette fois-ci, en l'espérant, on n'a pas besoin d'une blessure pour trouver dès le début de la rencontre, et contre le Danemark d'ailleurs, il ne faudra pas laisser passer 10 minutes parce qu'on pourra perdre 2 ou 3-0 déjà. Je pense qu'il vaudra mieux effectivement commencer la rencontre, alors avec peut-être l'apport aussi et le retour d'un joueur comme Raphaël Varane en défense centrale, qui va rassurer un taulier. Clairement, il faut gagner cette partie en se disant, si on la gagne là, on se qualifie, on a une troisième partie qui va permettre de faire jouer les copains. Et là, vous voyez encore, je dirais, l'intérêt ici qu'on va y trouver, c'est les joueurs qui sont actuellement titulaires, qui jouent ces rencontres, vont permettre à ceux qui n'ont pas encore pu jouer de faire une rencontre contre la Tunisie. Donc encore une fois, intérêt majeur, intérêt supérieur, le collectif, l'équipe versus les individualités. Évidemment, ça sera difficile d'expliquer à Mbappé qu'il faut rester sur le banc. C'est une machine à marquer des buts. Il est là pour battre tous les records sur les 10 ans qui viennent. Mais je fais confiance au manager, au coach Didier Deschamps pour effectivement trouver cette ressource-là et aller dans ce sens-là. Raoul, tout à l'heure, tu nous parlais du coupable idéal et de Benjamin Pavard. Tu peux peut-être nous expliquer un petit peu plus ce concept ? Alors, oui, Fanny, en fait, mon histoire de coupable idéal, non, c'est plus pour expliquer effectivement ce que j'y vois d'intéressant ici, c'est de vous parler de ce que j'appelle moi la météo du jour. Souvent, quand je commence mes formations au management, tous ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà, qui ont assisté à mes formations manager pour la première fois ou manager à distance, etc., quelle qu'elle soit d'ailleurs, je commence toujours avec un arbre à personnages à faire une météo du jour. Ça vient effectivement du domaine sportif. C'est la fameuse causerie d'avant-match. C'est ce qui va permettre au manager, au coach, de connaître l'état mental de ces joueurs juste avant la rencontre. Donc ça se passe causerie d'avant-match, ça se passe dans le vestiaire. On pourrait se dire qu'en ayant sélectionné les meilleurs joueurs français, chacun à leur poste, bien sûr, ils sont les meilleurs représentants français actuellement, et ils jouent, je l'ai dit, dans de très grands clubs. Ils connaissent le job, ils connaissent le boulot, mais c'est pas parce qu'on connaît le boulot qu'on peut se passer donc de cette prise de température juste avant la rencontre. Et c'est souvent en omettant cette météo du jour, cette prise de parole, cette causerie d'avant-match, qu'on prend en général, que l'équipe prend en général quelques buts un peu casquettes dans les toutes premières secondes, dans les premières minutes du match. Alors je parlais de Pavard parce que Pavard effectivement se trouve à 20 mètres de son joueur. Il a complètement oublié il est défenseur avant tout, Benjamin Pavard, mais actuellement il est très décrié, donc c'est pour ça que je parlais de coupable idéal. Il est très décrié à ce poste en tout cas, il joue, il ne faut pas l'oublier, il joue quand même au Bayern de Munich. Il est titulaire au Bayern de Munich, mais il ne joue plus effectivement sur ce poste de latéral, il joue plutôt en défense centrale, et il n'était pas très à l'aise clairement sur ce début de partie, et il n'a pas l'opinion en sa faveur. C'est un peu le seul joueur encore aujourd'hui qui sert un peu d'exutoire, voilà. Et ça s'est vérifié. Alors je ne sais pas si effectivement il y a eu un loupé dans la causerie d'avant-match, mais alors elle sert à quoi cette causerie ? Elle sert tout simplement aux joueurs à pouvoir dire quel est leur ressenti au moment de débuter la rencontre. C'est des joueurs qui ont, je le rappelle souvent quand je fais mes formations de management aussi, c'est des personnes, quand le manager connaît les membres de son équipe, il sait qui ils sont, il a l'habitude de travailler avec eux, mais il n'empêche que ces joueurs, comme les collaborateurs qu'on peut avoir, ils peuvent avoir leurs difficultés personnelles. Ils ont pu avoir une nouvelle de leur épouse, par exemple, juste avant la rencontre, et c'est des jeunes qui
qui ont un peu moins de 30 ans, qui ont des enfants en bas âge. Et je prends cet exemple-là, hein, ils ont peur un coup de fil, le gamin n'a pas dormi de la nuit, il a 40 de fièvre, etc. Quelque part, ça reste dans le coin de la tête. Et si vous faites cette causerie d'avant-match et que le joueur est invité à s'exprimer un petit peu sur son état mental à ce moment-là, il peut le dire, et le reste, le collectif l'entend. Et les joueurs qui jouent juste devant lui, et j'ai parlé de vertu équipe tout à l'heure, et on l'a vu avec un Griezmann qui a joué... qui est venu porter secours à la défense, qui a fait le piston entre la défense et les avants, qui a vraiment joué un rôle défensif au moment où il le fallait. On a vu un Olivier Tchouaméni qui est rentré dans une partie alors que lui aussi, il jouait gros avec son copain Konaté, puisqu'il jouait gros, puisqu'il remplaçait les stars Pogba et N'Golo Kanté, champion du monde absent. Là aussi, pression, ils ont su résister à tout ça. Et je pense que ce qui est important, effectivement, à ce moment-là, quand le joueur peut exprimer un petit peu ses craintes de devoir jouer latéral alors qu'il joue défenseur central, je ne sais pas s'il l'a dit ou si, en tout cas, Deschamps a fait cette causerie d'avant-match, s'il a pu l'exprimer, mais quand quelqu'un l'exprime, les autres l'entendent et ils peuvent faire bloc devant lui pour lui permettre de rentrer dans la partie. Voilà, c'est ça, effectivement, l'histoire que je retiens ici. Alors, voilà, je ne suis pas dans les secrets du vestiaire, mais en tout cas, une des explications souvent dans les débuts de partie un peu compliqués, parfois ça peut résider dans j'ai pas pris soin de bien vérifier que tout le monde avait été dans le coup mentalement. C'est des pros, mais parfois il leur faut 5 minutes pour rentrer dans la partie, pour oublier leur quotidien et peut-être... occulter la pression médiatique, la pression des supporters sur ce joueur en question. Merci Raoul pour cette analyse. Un dernier clin d'œil du coach, peut-être sur un match coup de cœur ? Eh bien, oui, un coup de cœur et je crois que ce match-là résume un peu ce que je viens d'expliquer sur l'équipe de France. Et on y retrouve un peu tous ces ingrédients. L'équipe, le collectif, le manager qui a su mobiliser. C'est le match, bien sûr, de l'Arabie Saoudite qui vient battre l'Argentine. Première sensation, une première mi-temps catastrophique, catastrophique, du niveau en tout cas qu'on imaginait pour cette équipe qui aurait du mal à battre l'Argentine. Ils perdent 1-0 à ce moment-là, but de Messi sur penalty. Bon, on rentre à la mi-temps et là, mon clin d'œil, c'est pour notre entraîneur français Hervé Renard, qu'on ne connaît pas forcément, qui n'a pas eu la carrière qu'on aurait pu imaginer sur le territoire national, mais qui officie depuis de nombreuses années pour des clubs africains, etc. Et voilà, allez, je dirais, c'est un enfant de Claude Leroy, qui était là aussi un entraîneur français qui a pas mal vadrouillé et qui a eu beaucoup de succès avec les clubs africains. Hervé Renard, à la mi-temps, il fait le job, il fait une causerie je dirais, il y a celle d'avant-match dont je vous parlais tout à l'heure, et il y a cette remobilisation du collectif, et en deuxième mi-temps, on a une équipe transformée qui joue ensemble, qui... première mi-temps, ils étaient agressifs, ils étaient dans la partie, mais ça manquait effectivement de technique, ils y croyaient pas. Voilà, deuxième mi-temps, ils reviennent, et là on voit que le coach, le manager a fait le boulot, a parlé à ses hommes, il leur a rappelé, je pense, qu'ils avaient toutes les capacités pour aller ensemble créer l'événement. L'Arabie Saoudite marque deux buts magnifiques en deuxième mi-temps et remporte cette partie. Ils mettent par là même l'Argentine déjà dans l'obligation de gagner cette seconde rencontre ce dimanche, sous peine d'élimination, ce qui créerait la sensation. Mais de la même façon, on a déjà en dramaturgie sur cette deuxième rencontre, on a également l'Allemagne qui va jouer contre l'Espagne. L'Allemagne a perdu son premier match là aussi. Ils sont un peu dans la même situation et eux n'ont pas su réagir. Bon, donc Allemagne, Argentine, ce week-end ça se joue, et coup de chapeau à Hervé Renard, manager, coach redoutable, remarquable, et à cette équipe qui a su jouer ensemble, collectivement. Là, contrairement à l'équipe de France, il y a moins d'individualité, il y a moins de stars, il y a moins de compétences, on pourrait dire, dans l'équipe, mais on peut faire ça aussi quand tout le monde joue dans le même sens, et voilà. Donc ça, c'est mon clin d'œil, mon coup de cœur de ce début de mondial 2022.
Merci Raoul d'avoir décrypté avec nous le premier match des Bleus. On se donne donc rendez-vous pour le second match des Bleus avec peut-être une place en 8e de finale. Ça sera France-Danemark. À bientôt.